BFM Business. Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Et oui, le Club de la Bourse avec aujourd'hui Véronique Riche-Flores, économiste pour RF Research, et Gilles Ménard, responsable du pôle flexible de la française AM. Un CAC 40 toujours en très légère hausse, ça tient à un cheveu. On salue depuis plusieurs jours l'accord de sauvetage sur la Grèce. D'ailleurs, les choses vont changer dès lundi, Véronique, pour les Grecs, puisque les banques grecques vont enfin pouvoir rouvrir. Ce sera une étape importante, au moins d'un point de vue symbolique. Oui, je pense que d'un point de vue symbolique, c'est absolument important. Maintenant, on parle bien de symbolique, puisqu'en l'occurrence, pour l'instant en tout cas, les banques rouvrent, mais les retraits sont toujours limités à 60 € par jour et par personne. Donc ça montre bien effectivement que la contrainte sur la vie économique, sur le financement interne de cette économie, va rester quand même très importante, même si les sujets les plus inquiétants, c'était le financement des banques, là sont garantie probablement par l'augmentation donc des systèmes de financement de la BCE. Mais voilà, on franchit peu à peu des étapes dans le bon sens. Il n'en reste pas moins que cette économie va sombrer dans une récession probablement extrêmement violente à partir de... À cause du nouveau plan de sauvetage qui va renforcer la récession grecque d'après vous? Et oui, oui, de manière quasiment certaine. Quand d'abord on a des augmentations imminentes donc de TVA, des changements donc des réformes du système de retraite, etc. Tout ceci va probablement effectivement plonger l'économie en récession. Donc alors après récession sur fond et déjà d'appauvrissement considérable, de tensions sociales et politiques, ça doit quand même nous amener sur la piste que la problématique grecque n'est pas refermée. Je pense qu'on a devant nous sans doute des rebonds, de l'incertitude récurrente, extrêmement difficile à prévoir, mais qui reviendra forcément dans le giron européen. Oui, alors il y a des questions qui vont continuer de se poser à très court terme. D'abord, il y a un prêt relais d'urgence de 7 milliards qui vient d'être accordé à la Grèce pour ses prochains remboursements, mais la Grèce a besoin de plus pour passer l'été, elle a besoin de 12 milliards. Donc il y a cette première question qui se pose. Et puis la deuxième, c'est de savoir si finalement avec ce plan de sauvetage, on n'a pas fait que reporter un possible Grexit. Alors, reporter un possible Grexit, en tout cas, on n'a certainement pas donné les moyens de refermer ce dossier et de se dire c'est bon. Non, la Grèce, tel que moi j'estime le coût de ce plan, le coût économique est tel que probablement le ratio d'endettement, le taux d'endettement du pays devrait augmenter considérablement. C'est-à-dire probablement, d'après mes estimations, monter au-dessus de 220% du produit intérieur brut 220%. À horizon 2017. On est à peu près à 175% aujourd'hui. Donc, ben oui, parce qu'en fait, si on prend un multiplicateur qui est celui qu'on a observé ces dernières années, c'est-à-dire de 1,5, avec un plan de 13 milliards, ça comprime tellement le produit intérieur brut que mécaniquement, à dette stabilisée, ce qui est à peu près tenable, le ratio d'endettement lui s'envole. Donc on voit bien qu'effectivement le plan n'est pas une solution. Donc, qu'est-ce qu'on regarde après? Bien forcément, les propositions du plan d'investissement, parce que c'est là tout l'enjeu. Est-ce que dans ce plan, on a une chance de voir des instruments pour rétablir la croissance au plus vite, c'est-à-dire compenser les effets négatifs de cet accord. Or, le plan d'investissement tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est du plan Juncker. Donc, oui. C'est-à-dire que c'est pas l'Union européenne qui va investir 35 milliards en Grèce en 5 ans. Non, ce serait pas mal, ce serait enfin, 35 milliards, c'est pas si mal. 35 milliards plus le financement de 80 milliards d'euros. 35 milliards, c'est pas ce qu'on va investir. C'est l'effet de levier, y compris si on est dans la logique du plan Juncker. Et c'est là qu'on peut espérer peut-être que les lignes bougent et qu'on soit pas tout à fait dans cette logique-là, parce que sinon vous prenez le multiple du plan Juncker et au bas mot vous avez 2 milliards d'investissements et des effets de levier qui permettent peut-être, mais dans un contexte où le pays a des problèmes de solvabilité, on peut y compris douter de l'efficacité d'un tel plan. Donc on est très loin effectivement d'une issue
tout simplement. Et l'issue, la seule solution, c'est finalement l'allègement de la dette grecque, comme l'a dit Mario Draghi hier, le président de la BCE lui-même, qui a dit il faut un allègement, comme la patronne du FMI. Comme chaque économiste ou chaque personne sensée qui prend des chiffres et qui fait ses petites estimations arrive à cette conclusion évidente. Mais même Wolfgang Schäuble le dit, il le reconnaît lui aussi qu'il faut restructurer, en tout cas restructurer la dette grecque, sauf que ce qu'il nous dit c'est que ok, il faut restructurer, mais la seule façon de le faire c'est en faisant sortir la Grèce de la zone euro. Donc là on est sur une impasse qui demeure malgré l'accord de sauvetage. Et voilà, et donc on revient sur cette problématique politique ou de solidarité entre les membres de la zone euro. Jusqu'où va cette solidarité et est-ce qu'on est prêt politiquement à aller de l'avant? A priori, effectivement, on voit qu'il y a encore des sons de cloche assez dissonants, mais on voit même en France, quand le sujet est abordé, personne ne parle réellement pour l'instant d'absorber une partie de la dette grecque. Il y a beaucoup de prudence et politique sur ce point-là. Or, effectivement, c'est la seule solution, me semble-t-il, où on accepte de prendre un risque considérable à la fois du côté grec et du côté de la zone euro, pour le futur de la zone euro, en lâchant la Grèce. Bon, Gilles, quand vous voyez tous ces points d'interrogation qui demeurent malgré l'accord voté aujourd'hui au Bundestag, vous vous dites que le terrain gagné par les marchés ces derniers jours, les 11% de hausse, on pourrait les reperdre aussi vite dès qu'il va y avoir un semblant de déraillement dans ce dossier grec? On l'a vu à partir de la baisse qu'on a observée à partir de la mi-avril sur les marchés européens. Donc, effectivement, cet accord, il est atteint avec beaucoup de renoncements, beaucoup de compromis de part et d'autre, et comme le disait là aussi Véronique, des réformes très lourdes pour le peuple grec. On sait pertinemment qu'effectivement cette dette, il va falloir à un moment donné travailler pour la restructurer. Voilà, on s'est donné du temps de nouveau pour effectivement travailler de concert. On a gardé cette unité européenne qui reste quand même un fondement de base, et c'est aussi ça, je pense, qui a été un des vecteurs d'une solution trouvée. Mais au jour d'aujourd'hui, on sait très bien qu'en l'état, les choses ne peuvent pas durablement tenir en Grèce. Il va falloir effectivement faire des mesures, de nouvelles mesures. Il y aura certainement des choses et probablement quelques tensions politiques au sein du peuple, et ce genre de mouvement, les marchés n'aiment pas, très clairement. C'est des zones de stress. Les investisseurs n'aiment pas, donc très probablement, comme on le disait tout à l'heure, de la volatilité qui reviendra sur les marchés. Ça ne veut pas dire que les marchés... La volatilité, ce sont des opportunités supplémentaires, non, pour les investisseurs? Ou vous craignez une volatilité vraiment destructrice de valeur dans un temps long? La volatilité n'est pas forcément négative en soi pour les marchés financiers, à partir du moment où on a une analyse globale qui reste dans un environnement assez sain. Donc c'est ce qui a fait par exemple chez nous que, y compris dans la phase de stress extrême sur la Grèce, on avait des positions on avait plutôt remis du risque de manière tactique sur l'épisode grec, et en se disant on va finir par trouver une solution. Voilà, parce que le message était de dire à terme on va aboutir, et derrière il y a toute une vague de facteurs positifs sur la zone européenne que l'on a envie de jouer également. C'est ça, on a toujours cette bouée de sauvetage, même si la Grèce a tendance à nous tirer un peu vers le fond, ou risque de nous tirer à nouveau vers le fond dans les prochains mois. On a la bouée de sauvetage de la croissance européenne est là et qui explique pourquoi vous privilégiez toujours les actions européennes au cours actuel. On l'a déjà dit lorsqu'on s'est vu la dernière fois, ça représente peu de choses dans le PIB de la zone euro. C'est pas un contributeur très significatif dans la croissance économique de la zone. Donc bien évidemment, ça apporte du stress, ça a de la nervosité chez les investisseurs, mais la toile de fond de la conjoncture européenne est un petit peu meilleure. Elle n'est pas florissante, mais elle est un petit peu meilleure. On a une inflexion momentum qui est légèrement favorable, et ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu cette inflexion en Europe. Et je pense que c'est aussi ça qui fait qu'on a des mouvements, des flux d'allocataires d'actifs qui reviennent sur les actions européennes. On l'a vu en janvier, février, mars. Dans la période de baisse, il n'y a pas eu beaucoup de sorties sur les marchés européens, et là on voit de nouveau des flux entrants sur la classe active européenne. Donc je pense qu'il y a quand même des allocataires d'actifs qui aujourd'hui se disent il y a des choses à faire sur cette zone qu'on a délaissée pendant 4 ans, depuis 4 ans en fait. Bon, des choses à faire, une croissance qui est toujours là malgré l'épisode grec, une croissance qui pourrait se renforcer avec la baisse attendue des cours du pétrole. On va vous interroger là-dessus, Véronique, dans un instant. Avec la levée de l'embargo sur l'Iran, ça ouvre peut-être des perspectives de baisse des cours, et donc un potentiel accru de croissance pour la zone euro. C'est une question qu'on se posera dans la prochaine demi-heure de ce club de la
la bourse. Oui, ça se joue à pas grand-chose, mais on signe une 8e hausse d'affilée sur le CAC 40. Voilà, on a la 8e hausse d'affilée et la meilleure série depuis au moins le mois de janvier et l'annonce du QI par la BCE. Le CAC grappille 0,06% encore aujourd'hui, 5124 points pour l'indice parisien, porté bien sûr par le vote du Bundestag en faveur du plan de sauvetage et puis le déblocage de 7 milliards d'euros de prêts d'urgence à la Grèce. Donc nouvelle séance de hausse, le CAC 40 qui vient d'effacer en à peine une semaine 2 mois de correction. Du côté des valeurs à Paris, Alcatel-Lucent signe en clôture la plus forte progression, plus 3,19% à 3,36 €. LVMH aussi en nette hausse de 2,87% à 166,95 €. Et puis pour compléter ce tiercé gagnant, on a Orange qui gagne un peu plus d'1% en clôture aujourd'hui à 15,59 €. Les télécoms qui restent d'ailleurs plébiscités manifestement par les marchés après une série de notes favorables hier de plusieurs brokers pour le secteur. Orange, on le disait, progresse encore aujourd'hui, mais Bouygues aussi, Bouygues qui gagne encore 0,8%, 33,38 €. Et puis à la baisse aujourd'hui, EDF. En fait, ce sont les utilities, valeurs de service aux collectivités, qui sont les plus forts replis de ce vendredi. EDF perd plus d'1% à 21,40 €. GDF Suez, une autre valeur de service aux collectivités, perd également 0,98%. Et puis ArcelorMittal aussi en baisse de 0,9%. Voilà pour le bilan de cette séance. On a à peu près autant de hausses que de baisses sur le CAC 40, un CAC quasi stable, mais quand même du bon côté de la balance, il progresse une nouvelle fois pour la 8e séance d'affilée, plus 0,06% en clôture, 5124 points, bilan hebdomadaire évidemment extrêmement favorable pour la Bourse de Paris. BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. On refait la séance avec nos invités en plateau, Véronique Riche-Flores d'RF Research, Gilles Ménard, la Française AM, et puis Alexandre Baradez en duplex avec nous depuis IG. Alexandre, donc 8e hausse d'affilée. Waouh, mais jusqu'où on va aller comme ça d'après vous? Est-ce qu'on a les signes que cette tendance haussière est amenée à se prolonger? Est-ce qu'on va aller naturellement d'après vous vers les plus hauts de l'année qu'on avait touché en avril autour des 5300 points? Est-ce que c'est le prochain objectif? Oui, c'est le prochain objectif très clairement. Alors après, tout est une question de timing, de délai. Est-ce qu'on y va en ligne droite à partir des 4600 points ou est-ce qu'on va marquer des temps de pause, de consolidation, de retracement potentiel, donc de correction, avant la reprise de la tendance vers ces niveaux-là? Si vous voyez, pour moi, il y a une trajectoire très claire. C'est-à-dire que je pense que ce qu'on a eu au niveau de l'accord signé, donc pas signé mais validé lundi matin, c'est un élément, c'est un marqueur majeur dans la phase qu'on a connue depuis plusieurs mois, à savoir le retracement depuis les 5300 points jusqu'à 4006. Je pense que c'est un marqueur moyen terme de reprise haussière du CAC. Donc je suis optimiste pour les semaines, les mois et même les 2-3 ans à venir sur les indices européens, le CAC, le DAX. Je pense qu'on va toucher non seulement de nouveaux plus hauts annuels, mais de nouveaux plus hauts également pour le CAC dans la zone des 6000 points dans des horizons de 12 à 18 mois. Donc le tracé, si vous voulez, par rapport à la macro européenne est relativement bon par rapport à l'euro faible, au pétrole peu cher, les taux d'emprunt qui restent toujours très bas, le plan d'investissement Juncker. Vous voyez, il y a des relais haussiers comme ça qui vont porter les indices à moyen terme. Et jusqu'où à moyen terme, justement, s'il fallait donner comme ça une perspective aux investisseurs qui nous écoutent? Vous nous dites, vous êtes optimiste sur les marchés pour les mois, voire les 2-3 prochaines années. Ça nous emmènerait où, là, comme ça, Alexandre, s'il fallait vraiment prendre un pari et fixer une perspective? Cette année, au moins déjà les 5500 points. Je pense qu'on va non seulement revenir sur les plus hauts annuels et même les dépasser pour aller taper les 5500 d'ici la fin de l'année. Et ensuite, je pense que même l'année prochaine, ou peut-être début 2017, on ira sur les 6000. Donc vous voyez, c'est quand même des horizons de temps plutôt court terme pour les investisseurs qui sont prêts à garder des positions moyen terme. La question qu'on peut se poser pour ceux qui traitent à plus court terme, les traders notamment, les investisseurs particuliers qui traitent à plus court terme parfois, c'est est-ce que dans ce rallye haussier qu'on a connu de 4600 à aujourd'hui, donc à plus de 5100 points, est-ce qu'on va continuer sur une ligne droite? Il faut bien voir que dans ce rallye haussier, on a, ça c'est un phénomène purement technique que je vais décrire, on a des gaps, donc des trous de cotation qui se sont formés, c'est-à-dire des périodes entre une clôture et une ouverture qui sont des périodes sans cotation. Et généralement, ce n'est pas une vérité absolue, mais généralement, quand le marché laisse derrière lui des gaps ouverts, et plus ils sont importants, et il y en a un qui fait plus de 120 points ouvert vers les 4760 points, eh bien le marché a tendance, a posteriori, ça peut être rapide dans les jours qui suivent, ou ça peut prendre plusieurs semaines, mais le marché a tendance à venir les combler, si vous voulez, à retracer dans ces zones-là. Et ça peut correspondre à la période dans laquelle nous entrons. On voit qu'il y a eu la période post-accord, donc cette semaine en fait partie, avant d'arriver à négocier, à valider le troisième programme. Et on voit bien que ce qu'a validé le Parlement allemand aujourd'hui, c'est bien la validation pour poursuivre les discussions sur le lancement du troisième programme. Ce n'est pas une validation du troisième programme. Et donc je pense que cette période entre mi-juillet et mi-août, voire fin août qui va s'ouvrir, c'est une période qui peut ramener un peu de turbulence sur les marchés. Et je ne serais pas étonné que dans ce laps de temps, donc horizon de quelques jours à quelques semaines, nous ayons comme ça des phases de retracement vers 4760. Donc c'est la période pour moi la plus à risque qui va arriver, avec toujours la Chine d'un côté qu'on surveille, et puis des niveaux extrêmement élevés sur les indices américains, je pense au S&P, qui peuvent également ramener des corrections et donc peut-être entraîner avec eux
court terme en tout cas, les marchés européens. Je reste optimiste à moyen terme, clairement. Vous restez avec nous en duplex, Alexandre. On va reparler de tous ces thèmes également ensemble. Juste vous faire réagir, Véronique Riche-Flores, quand vous entendiez Alexandre nous dire qu'il était optimiste pour les marchés, pour les prochains mois, mais surtout pour les 2 à 3 prochaines années. Vous n'avez pas l'air très d'accord. Vous hochiez de la tête. Qu'est-ce qui vous perturbe Non, disons que je pense que c'est là qu'est le débat en réalité. Et c'est en fonction de cette perspective de plus long terme qu'on va être plus ou moins nerveux des signaux que vont par rapport aux signaux que les marchés nous envoient. Alors il me semble moi que la difficulté c'est pas tellement les marchés européens par rapport à la situation européenne qui indiscutablement s'améliore, même si on est tous très prudents quant aux perspectives de croissance. On a une amélioration et je dirais que la baisse du prix du pétrole, s'il y a bien une région où elle devrait bénéficier à la croissance, c'est probablement l'Europe plus que tout autre. Donc on peut partager ce discours-là. Ce qui est beaucoup plus gênant, me semble-t-il, c'est effectivement le reste du monde et ce qu'ont déjà fait les autres grands indices, en particulier donc le marché américain, qui, on le sait, est quand même très meneur des tendances globales. Et ce marché américain, moi, me semble extrêmement mature. Finalement, ayant été protégé par le fait que la Fed a repoussé sans arrêt la hausse des taux, il me semble qu'à un moment donné, non seulement l'activité américaine est discutable, en tout cas suggère un certain nombre de risques, en particulier la baisse de la productivité. Oui, mais on a d'excellents chiffres de l'immobilier aujourd'hui aux États-Unis. Alors on a l'inflation qui accélère. Heureusement qu'on a l'immobilier, mais on a aujourd'hui, si on fait le bilan de ces 2 dernières semaines, on a grosso modo que l'immobilier qui est une source de bonnes nouvelles. Et l'immobilier, probablement pour des raisons un peu préoccupantes. Qu'est-ce qui se passe dans l'immobilier américain? C'est qu'aujourd'hui, ce sont les investisseurs qui alimentent la reprise et la reprise des prix. Si on regarde le taux de propriétaires aux États-Unis, il ne cesse de chuter encore aujourd'hui. Donc il y a vraiment des distorsions qui posent question. Mais c'est surtout que le cycle est relativement mature et que la Fed risque de passer à l'acte en remontant ses taux d'intérêt. Et je pense que dans le contexte actuel, c'est un risque qu'elle va prendre. Donc en fonction de ça, effectivement, de cette lecture de fond, on n'a plus du tout la même lecture pour les marchés européens. Oui. Et moi, je pense qu'il y a fragilisation à un moment donné. Et Gilles, justement, c'est intéressant ce que vous nous dites, Véronique, parce que Gilles, vous êtes plutôt optimiste sur les marchés européens, c'est là que vous appuyez le plus dans votre allocation. Est-ce que les marchés européens résisteraient à une chute de Wall Street le jour où la Fed va augmenter ses taux? Bien évidemment, ce type de nouvelle est clairement une nouvelle qui crée un petit peu d'instabilité, en tout cas sur l'instant, dans les périodes courtes qui suivent. Aujourd'hui, à 17,3 fois le ratio cours sur bénéfice 2015 aux US, dans un environnement où on se rapproche de plus en plus d'un relèvement des taux courts. Janet Yellen l'a martelé à plusieurs reprises cette semaine, avec un impact sur la devise américaine qui n'est pas forcément favorable aux entreprises, des niveaux de marge qui sont au top. Il est clair que le marché, je ne sais pas si on peut dire que le marché est à risque, mais en tout cas, le marché se paye vraiment très correctement aujourd'hui. Donc, de là à imaginer un scénario catastrophe sur la première hausse des taux, on a vu aujourd'hui que la Fed communique de manière très graduelle, elle a une façon de présenter les choses aux investisseurs. On sent que véritablement elle ne veut pas heurter les investisseurs. Donc ça se fait de manière très graduelle. Le message est très distillé de manière très progressive. On sait que ça sera une hausse, le timing n'est pas encore connu, mais en tout cas ça sera très progressif, très modéré. Voilà. Je pense que on a une capacité, on est en capacité de ne pas d'absorber un premier mouvement. Bon, même si le marché obligataire ne l'anticipe pas encore, ce premier mouvement, hein. On a les taux américains qui restent extrêmement faibles. Oui, alors ça peut poser un risque. On a connu un beau mouvement. On a des thématiques d'inflation aujourd'hui, comme ce qui était évoqué à l'instant, qui pour nous sont plutôt. On a plutôt vu un niveau. Enfin, on avait des effets de base qui ont donné le sentiment qu'on repartait, enfin qu'on sortait totalement de la déflation et qu'on revenait sur des thématiques plus inflationnistes. C'est pas le message aujourd'hui chez nous. Et très clairement, voilà, si on doit parler des marchés obligataires, aujourd'hui sur des niveaux de 2,40, 2,50, on commence à acheter des taux US. On pense que il y a un peu de place là sur ce type de. Et pas d'inquiétude donc pour les marchés européens pour quand la Réserve fédérale va relever ses taux. Ça peut même être une opportunité dans la mesure où l'euro baisserait encore face au dollar et renforcerait l'attractivité. Très probablement, même si le mouvement, s'est accentué. On a cassé de manière très nette la zone des 1,9. On va se rapprocher très probablement plus le timing
plus on va se rapprocher de ce timing de hausse des taux, de relèvement des taux courts, plus ça devrait effectivement appuyer sur cette tendance. Voilà, il y a des... Véronique, si l'euro baisse face au dollar, ce qui est probable quand la Fed va relever ses taux, ce sera une opportunité. Ce sera bon pour nos marchés européens pour le coup. Ce sera bon pour l'économie européenne également. Et s'ajouterait à cette baisse de l'euro la baisse à venir des cours du pétrole liée à la fin de l'embargo sur l'Iran. On a encore un alignement des planètes prometteur pour notre économie. Oui, sous réserve que la croissance mondiale soit au rendez-vous. Moi, je crois que je suis plus inquiète que la moyenne sur la situation économique américaine et sa capacité à absorber non pas une hausse des taux, la première, c'est pas immédiat, c'est ce que ça signifie pour les anticipations. Et c'est plutôt à ce niveau-là, effectivement, que je pense que les mois à suivre seront beaucoup plus compliqués. Et à partir de là, effectivement, on a de fait un environnement mondial qui reste très porteur de demande. Donc, ce qu'on a vu en début d'année, c'est que l'euro baisse, ça gonfle les marges des entreprises, ça ne fait pas croître les exportations. Et pour l'instant, j'ai pas l'impression que l'environnement international nous suggère qu'on puisse attendre beaucoup plus de cette demande, de cet environnement de demande. Et même si les cours du pétrole baissaient, ça n'apporterait pas le gain de pouvoir d'achat suffisant pour booster un peu plus notre croissance. Si, tout à fait. Mais est-ce que ça vaut une hausse du marché compte tenu des niveaux actuels, de ce qu'on a déjà fait, de ce qu'on a déjà intégré comme bonne nouvelle et d'un environnement sur les marchés internationaux qui me semble beaucoup plus à risque? Ouais, un mystère. Point d'interrogation encore. Alexandre Baradez, chez IG, qu'est-ce qui va faire bouger les marchés la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'il faudra surveiller de près d'après vous? Les discussions grecques, toujours, on est toujours dans ce processus de négociation sur le profilage de la dette qui va sûrement monopoliser un petit peu l'attention. Il y a très peu de gros chiffres. C'est surtout en fin de semaine prochaine qu'il y aura les PMI d'activité, de très bons marqueurs pour les marchés, PMI d'activité manufacturier notamment. Donc ça, c'est de bons indicateurs. Rapidement, pour rebondir très vite sur ce que disait Véronique Riche-Flores, moi je pense qu'on peut avoir une petite décorrélation. C'est-à-dire que les marchés européens ont déjà perdu beaucoup plus de terrain que les marchés américains dans cette phase de crise grecque. Et donc, il est possible que si les marchés américains perdent du 15 ou 10-15% dans les semaines à venir, que les marchés européens résistent plutôt bien par rapport à ça, sachant que la baisse de l'euro peut être une opportunité pour les investisseurs également de rentrer sur les marchés européens. Donc, je pense qu'on peut avoir un petit phénomène, pas très durable, mais de décorrélation Europe-US. Et c'est pour ça que je suis au moins inquiet, effectivement, sur une baisse qui pourrait être plus forte côté US que côté Europe. Et puis, ce qu'on va surveiller aussi, c'est l'euro par rapport au dollar. La grosse tendance de cette semaine, c'est le renforcement très net du dollar par rapport au propos de Yellen. Et je pense que cette tendance va encore se poursuivre la semaine prochaine. Donc, bien sûr, également la partie devise qui est importante. Alexandre Baradez, un grand merci Alexandre. On vous souhaite une bonne soirée, un beau week-end. Alexandre Baradez depuis IG. On poursuit ce club de la bourse dans un instant, alors qu'on vous rappelle cette nouvelle clôture en hausse pour le CAC. 8e hausse d'affilée, meilleure série depuis le mois de janvier. Le CAC gagne encore, ça se joue à un cheveu, mais c'est quand même la 8e hausse. On gagne encore 0,06% aujourd'hui, 5124 points. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse. Avec aujourd'hui Gilles Ménard et Véronique Riche-Flores, le CAC 40 qui progresse encore pour cette fin de semaine. Clôture dans le vert pour la 8e fois d'affilée, plus 0,06 à Paris. Notez que les autres places européennes sont plutôt en légère baisse pour le coup. Bon, ça se joue à pas grand-chose. On a une légère baisse de 0,1% à Milan, 0,37% pour le DAX à Francfort. Mais donc à Paris, 8e hausse d'affilée. En attendant, Gilles, les publications d'entreprises qui vont bientôt démarrer. Est-ce que ces publications, pour lesquelles quasiment tous les analystes sont optimistes, est-ce que ces publications pourraient justifier une poursuite à la hausse pour les marchés actions européens? Sur l'Europe, en tout cas, tout à l'heure, on parlait de désynchronisation possible des bourses entre les États-Unis et l'Europe. Je crois qu'il faut vraiment là aussi désynchroniser les choses au niveau des résultats. Oui. On attend un premier semestre négatif sur la croissance des bénéfices aux États-Unis, une saison 2015 qui serait à plus 1 aujourd'hui. En Europe, aujourd'hui, le consensus est plutôt à plus 18. Donc, on a clairement une désynchronisation qui se fait à ce niveau-là. La valorisation respective des marchés est plutôt favorablement orientée également pour les marchés européens. Donc, c'est ce qui nous donne aujourd'hui à la française le sentiment qu'il reste encore un petit peu à jouer sur les actions européennes. D'ici la fin de l'année, on se positionne vraiment... Ce que vous nous décrivez, c'est quand je me regarde, je me fais peur, mais quand je me compare aux voisins américains, je me rassure. Est-ce que les publications européennes en tant que telles ont de quoi également rassurer les investisseurs parce qu'on y verrait une reprise d'activité, parce que vraiment tous les ingrédients d'une croissance se reflèteraient dans ces publications à venir? Très probablement, mais aussi, comme on l'a évoqué tout à l'heure, je pense qu'il y a aussi un phénomène d'allocation d'actifs qui est important. Ça fait des années que les allocataires d'actifs ont privilégié les actions américaines dans leurs allocations globales, et je pense que depuis 3 mois, depuis le début de l'année, on a vu plutôt des flux entrants, et on a pour l'instant pas corrigé le dégonflement, tous ces actifs qui se sont rebalancés sur les actifs américains depuis 4 ans. On est loin d'avoir rattrapé l'écart, donc il reste encore très probablement de la place pour que
de nouvelles allocations viennent gonfler l'appétit pour les actifs européens. De combien les bénéfices vont augmenter là pour les entreprises européennes? On entend beaucoup 10%, 10%, 12%. Oui, on est sur des tendances à 2 chiffres pour 2015 et 2016. Mais si on se positionne déjà sur 2015, où on va commencer, ça commence tout juste. Hein. Les publications US ont commencé, mais c'est tout timide, c'est tout gentil pour l'instant. Ouais. En Europe, on va commencer à avoir quelques chiffres. Voilà, ça. A priori, on n'attend pas de grosses déceptions aujourd'hui. En tout cas, c'est notre message. Et alors, sur quel secteur il faut miser ou quelle valeur, hein, qu'est-ce qu'il faut conseiller aujourd'hui à nos téléspectateurs maintenant qu'on est au pied de ces publications? On aime bien les valeurs de la zone euro, on aime bien les capitalisations moyennes, pas les small caps, mais plutôt les valeurs moyennes. Pourquoi ? Même si elles ont bien monté aujourd'hui, on pense qu'elles sont clairement bénéficiaires de cette amélioration du momentum. Elles sont très sensibles, elles sont beaucoup plus cycliques, hein, donc un peu plus sensibles à l'amélioration du momentum. Donc ça, on aime bien. Et moins exposées au ralentissement chinois aussi, c'est au ralentissement global dont on parlait tout à l'heure, très probablement. Donc c'est aussi ça qui nous fait miser sur ces valeurs-là. On aime bien les valeurs bancaires pour les raisons qu'on évoquait, de valorisation, d'amélioration des fondamentaux. On a vu que l'octroi de prêt, les chiffres d'octroi de prêt sont en très nette augmentation. Ouais. Je crois que c'est le chiffre le plus élevé depuis 2006. Donc c'est clairement le QI qui porte ses fruits peut-être. Très probablement. En tout cas, c'est un chiffre qui semble effectivement donner ce sentiment-là. Donc ça laisse quand même beaucoup d'optimisme sur la capacité des entreprises européennes et des sociétés ou des secteurs dont on a parlé de dégager, d'améliorer cette rentabilité et d'attirer les investisseurs sur. Et donc maintenant, perspective haussière sur les marchés. Ça y est, c'est parti. On a gagné 11% en 8 séances, mais pour vous, c'est que le début. Non, c'est pas du tout le message. On est dans un environnement où on pense qu'à moyen terme, il y a encore de la place. À horizon de fin d'année, il y a encore un peu de place, mais avec voilà ces sauts de volatilité qu'on a observés, ces ruptures avec des retours très rapides, c'est des choses qu'on va continuer de vivre très probablement dans les prochains mois. Et donc c'est pour ça, nous, on conseille en tout cas vraiment d'allouer les capitaux sur des gestions flexibles pour pouvoir justement être en capacité de réduire le risque, de réduire la voilure quand on a ces épisodes de stress et de remettre du risque lorsque la configuration s'améliore. Oui, alors vous voyez venir Véronique Riche-Flores qui vous écoute attentivement et qui va souvent vouloir nous parler de la Chine et du ralentissement chinois, qui est l'autre risque, l'ombre chinoise qui risque de peser sur les marchés pour la deuxième partie de l'année. Oui, bon, j'ai noté quand même qu'il y a une préférence pour les valeurs européennes, et je pense que là, le problème, par exemple, si je veux rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est que par exemple, on prend le secteur automobile qui a très bien performé. Est-ce qu'effectivement le renforcement des perspectives de croissance européenne, qui est indéniable, va continuer à pousser ce secteur alors qu'il lui manque sa deuxième jambe, c'est-à-dire la jambe internationale? Voilà le type de questions qu'on se pose. Et la jambe internationale, quand on regarde ce qui se passe dans les pays émergents, parce que la Chine est un guide pour l'ensemble du monde émergent. On a vu en juin une baisse des ventes de voitures neuves en Chine. Exactement. On a eu, donc ça montre que même la baisse des prix du pétrole, qui est une réalité pour les consommateurs des pays émergents, les Chinois en particulier, a eu un effet momentané pendant 2-3 mois, et puis ça tient pas. Ça tient pas parce qu'effectivement, cette économie, à force de transition profonde et de difficultés économiques, avec tout un pan industriel en déflation, il faut dire les choses telles qu'elles sont, en surcapacité, en déflation, qui n'exportent plus. Depuis quasiment 3 ans, les exportations chinoises ne progressent quasiment plus, donc c'est quand même la Chine dont on parle. Ça finit par avoir des effets sur les ressorts de la consommation, donc ce fameux rattrapage domestique qu'on attend tous et qui a toutes les chances normalement de se produire de manière structurelle, mais qui pour l'instant risque davantage d'être mis de côté parce que surendettement absolument gigantesque, surcapacité. Mais elle a des outils, la Chine, face à tous ces risques, la convertibilité du yuan, l'internationalisation. Alors, elle a des outils qu'elle n'a pas lésiné à utiliser. C'est bien pour ça aussi qu'on a un taux d'endettement qui est absolument monumental du secteur privé. Et à force d'avoir trop utilisé, me semble-t-il, ces outils, et on continue, on arrive à une situation assez inextricable où on est sur des bulles immobilières, bulles de la dette, maintenant également bulles du marché action. Des bulles systémiques pour vous? Alors, ce qui est absolument sidérant, c'est que quand on nous dit en Chine, on va interdire les ventes pendant 6 mois pour les gros investisseurs, personne ne bronche, personne ne dit quand même. Ça, c'est la Chine. C'est surprenant. C'est la Chine, c'est pas l'Europe. Ça pourrait dissuader de continuer à investir sur ce marché qui, effectivement, pour moi, est en pleine bulle, incontestablement. Quoi qu'on en dise de la transition financière, qui est une réalité, mais voilà, quand ça va trop vite, on se tape. Et quand vous dites bulle, ça fait peur.
peur, la bulle. C'est une bulle systémique là dont vous nous parlez, ou c'est une bulle qui va se dégonfler tranquillement? C'est une bulle qui va se dégonfler. Alors tant qu'on verrouille tout pendant 6 mois et qu'on continue à donner du support monétaire, ce qui est encore le cas, ça peut tenir quelques mois. Enfin, je pense qu'on a devant nous facilement 40% encore de baisse à venir. Alors ce sera peut-être pas dans les 6 prochains mois, mais ce sera dans les 6 mois qui suivent. Enfin, on a vu qu'il y avait assez peu de contagion là sur la baisse du marché chinois. Les autres marchés émergents ont plutôt bien tenu. C'est encourageant. Oui, c'est vrai. Ça c'est au moins le facteur positif. Enfin, je suis pas sûre que du point de vue de l'investisseur lambda, quand il se passe des choses comme ça, ce soit tout à fait porteur, y compris pour l'Europe qui n'est pas dans la même position. Il nous reste 20 secondes. Gilles, le risque chinois, vous en tenez compte là dans vos allocations? On est très prudent, compte tenu de justement, ça fait un côté un peu apprenti sorcier. Aujourd'hui, on est en train de libéraliser un marché. On se rend compte que c'est pas si simple. On peut pas, la Chine ne peut pas tout contrôler. Donc effectivement, il faut beaucoup de prudence aujourd'hui. C'est clairement un marché attractif. Il y a un potentiel qui est encore énorme dans les 30 prochaines années, très probablement. Mais une prudence de court terme s'impose. Le Club de la Bourse tous les jours de 17 à 18h pour vous faire vivre les fins de séance en direct sur BFM Business et les grands enjeux autour des marchés. Merci à tous les deux pour vos discours, votre franc-parler. Véronique Frisch-Flores d'RF Research et Gilles Ménard de la Française AM. On vous souhaite un bon retour et on vous rappelle cette clôture du CAC 40 encore en hausse, 8e hausse d'affilée, plus 0,06%, clôture 5124 points pour notre indice parisien. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel.